a bouclé le jeudi 4 septembre 2014 la première année de son mandat de 5 ans à la tête du Mali. Une occasion pour faire un bilan, non exhaustif, mais un bilan tout de même. On se souvient, le président Ibrahim Boubacar Keïta a été élu avec une large majorité des Maliens, avec des attentes à la fois fortes et urgentes, dans un pays plongé alors dans une crise politico-sécuritaire sans précédent. Après 12 mois d'exercice du pouvoir, le président a accepté ce soir de dire aux Maliens ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui est à venir. Il dira aussi sa part de vérité face au peuple par rapport à certains sujets qui ont défrayé la chronique, souvent enflé la polémique, voire même créé des divergences entre le gouvernement du Mali et certains de ses partenaires. Bonsoir, Monsieur le Président de la République. Bonsoir. Merci de nous avoir donc accordé Africable Télévision et puis à l'ORTM ce moment particulier de télévision qui va permettre aux Maliens de vous suivre ce soir, de vous regarder, de vous écouter et de comprendre comment les choses marchent au Mali et de comprendre aussi les défis qui seront à relever dans les prochaines années. Pour conduire cet entretien avec vous pendant 90 minutes, je suis avec mon confrère d'Africable Télévision, Sékou Tangara. Sékou, bonsoir. Bonsoir Youssouf. Et Sékou, vous pouvez nous rappeler un peu les grandes lignes de cet entretien spécial avec le chef de l'État? Tout à fait Youssouf. L'entretien s'articulera autour de 6 thèmes centraux. 6 thèmes, à savoir la réconciliation nationale, la gouvernance, le social, la diplomatie, l'économie et la défense, Youssouf Touré. Bien dit. Mais Monsieur le Président, avant de commencer donc, ce débat, on le commence d'ailleurs, c'est à l'entame, on va vous faire voir 2 minutes d'un condensé de tout ce qui a marqué les 12 mois que vous venez de passer à la tête de la République du Mali. Ces 12 mois condensés en 2 minutes, ce n'est pas tout ce qui a été fait, tellement on ne peut pas le rappeler tous, mais en 2 minutes, on va voir avec Ibrahim Traoré le condensé des grandes manifestations, des grandes activités qui ont marqué les 12 premiers mois du président Ibrahim Boubacar Keïta à la tête de la République du Mali. On le suit. Le 4 septembre 2013, le Mali tournait une page sombre de son histoire récente. Ibrahim Boubacar Keïta, élu à la tête du pays, est officiellement investi président de la République. Le 19 septembre, le monde entier s'invite à Bamako pour célébrer le lancement de son mandat. L'événement a mobilisé au stade du 26 mars plusieurs chefs d'État et d'autres hautes personnalités d'Afrique et d'ailleurs. Quelques jours seulement après son investiture, le chef de l'État engage une véritable offensive diplomatique. Ibrahim Boubacar Keïta est accueilli à New York, au siège des Nations Unies, où il a annoncé le retour du Mali sur la scène internationale et remercié au nom du peuple malien l'ensemble de la communauté internationale pour le soutien remarquable à son pays. Même exercice au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Lors du sommet de l'UA, le chef de l'État a porté toute la reconnaissance de ses compatriotes à ses pairs du continent pour leur engagement aux côtés du Mali durant la crise. Dans la foulée, le président de la République a sillonné la sous-région pour rencontrer ses homologues en vue de rétablir la confiance avec les voisins du Mali et renforcer davantage la coopération avec ces différents pays. La 5e région du Mali retiendra longtemps le séjour d'une semaine du chef de l'État dans la région. De Mopti à Sévaré, en passant par Bandiagara, Koro, Bankas et Djenné, Ibeka aura écouté et parlé directement avec les populations de leurs préoccupations, et cela dans tous les domaines. Dans la région de Caille, l'on se souviendra également du passage du président de la République. Ibrahim Boubacar Keïta y a accueilli ses homologues sénégalais et mauritaniens ainsi que le Premier ministre guinéen pour l'inauguration de la centrale hydroélectrique de Felou et la pose de la première pierre de l'aménagement de Goïna. La situation sécuritaire dans le nord du pays reste la préoccupation numéro 1 du chef de l'État. Ibrahim Boubacar Keïta a reçu à Koulouba les représentants des groupes armés pour leur tendre la main tout en insistant sur le respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'unité nationale, ainsi que de la forme républicaine et laïque de l'État du Mali. Le président Ibeka a abordé la même question avec l'ensemble de la classe politique. En plus de ce problème, le chef de l'État est fortement engagé à améliorer les conditions de vie et de travail des Maliens. Tout récemment, il en a donné l'assurance aux responsables des différentes centrales syndicales du pays.
Dans le but de relever ces défis communs, sur demande du président de la République, des prières se multiplient dans les mosquées et églises sur l'ensemble du territoire national. Monsieur le Président, quel est votre état d'esprit au moment où vous passez le cap de cette première année de votre mandat? Est-ce que c'est facile de diriger le Mali? Bismillahirrahmanirrahim. Je voudrais d'abord rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de voir ce jour. Un an déjà. C'est vite arrivé. En ce jour, un profond sentiment mêlé de reconnaissance totale et absolue à l'endroit de tout notre peuple. Et d'Allah subhanahu wa ta'ala évidemment, mais aussi et surtout d'humilité. D'humilité. Quand les hommes vous choisissent pour présider à leur destinée terrestre, cela est un engagement très très lourd. Et seule la confiance des hommes sous l'égide bienveillante d'Allah peut permettre à un homme d'assumer une telle mission avec l'humilité convenable. Et chaque jour, se rappeler ce que le général victorieux, revenant à Rome, était obligé d'écouter pendant tout le temps que duraient les tours de char, le triomphe, pendant lesquels tours il avait sur le marchepied de son char quelqu'un, un légionnaire, dont la mission était de lui dire: au moment où Rome te fait son Dieu terrestre, souviens-toi que tu n'es qu'un homme. Souviens-toi que tu n'es qu'un homme. Je suis qu'un homme avec la charge la plus lourde de la République, en des temps pas faciles. Souvenons-nous, au moment où nous avons été élus à cette haute charge, quel était l'état du pays? Nous sortions à peine d'une crise profonde qui venait de durer 2 ans. Une transition s'est achevée. C'est le lieu encore de rendre hommage à ceux qui l'ont conduite, notamment à mon estimé aîné, le professeur Djumunda Traoré. Et il fallait immédiatement faire en sorte que ce peuple se retrouve en confiance, assuré de son nouveau destin, et avec un accompagnement fabuleux. Car pour la première fois dans l'histoire mondiale contemporaine, jamais auparavant l'ensemble international ne s'était trouvé réuni, unanime, au chevet d'un pays. Donc un accompagnement fabuleux qui a été illustré par l'investiture du 19 septembre, à laquelle beaucoup de chefs d'État, de souverains, un souverain et beaucoup de chefs d'État et de gouvernement nous ont fait l'insigne honneur de participer. Aujourd'hui, 1 an après, le temps nous semble avoir été contracté, tant il y avait à faire. Et nous avons, avec une grande conscience aiguë des défis, dès l'abord, commencé ce mandat par ce qui était la plus grande des préoccupations des Maliens, la sécurité et surtout la lancinante
question du Nord. Monsieur le Président, c'est sur ça, et ça notre premier thème, le premier thème de cet entretien qui va vous permettre de dire aux Maliens, effectivement, face aux nombreux défis qui étaient face au pays quand vous venez à la présidence de la République, qu'est-ce que vous avez pu faire? Notre premier thème, c'est justement la question du Nord et la réconciliation nationale. La première question que vous posez, c'est que aujourd'hui, des pourparlers continuent à Alger, des pourparlers qui ont encore commencé le premier, sur la deuxième phase des pourparlers inclusifs intermaliens. Quel est l'espoir aujourd'hui que vous nourrissez dans ces pourparlers? D'abord, toujours le rappel, nous nous sommes tout de suite mis en devoir de faire montre d'organisation et de méthode. Organisation et méthode, car nous savions très bien que l'accord préliminaire de Ouagadougou, auquel accord nous devions notre élection, nous faisait obligation, dès l'abord, d'envisager cette question du Nord par des pourparlers, par un dialogue inclusif, toutes choses dans la mise en œuvre desquelles la communauté internationale était prête à nous accompagner et devait nous accompagner. Il y a eu tellement de blessures, il y a eu tellement de déchirures du tissu social national qu'il fallait faire preuve effectivement d'organisation et de méthode. Comment faire en sorte que des parents qui ne s'étaient pas vus pour beaucoup d'entre nous depuis quelques deux années au moins, puissent se retrouver, reprendre un minimum de confiance, s'envisager autrement que comme des opposés, irréductibles. Ça a été l'objet des assises du Nord Mali. C'est dire que nous avions une conscience aiguë des priorités à observer. Ces assises ont été organisées et vous savez que ce genre d'événement est chronophage, ça prend du temps. Il a fallu le faire, nous l'avons fait avec méthode, avec patience et fort heureusement elles ont été courues. Nos parents sont venus de partout. Nous-mêmes ici, en cette colline de Koulouba, nous avons reçu beaucoup de responsables des mouvements et groupes armés du Nord Mali. Et également des notables qui tous étaient heureux de se retrouver autour de nous. Nous avons poursuivi en nous disant que nous retrouver, oui, les pourparlers, mais sur quel devenir du Mali, quel avenir envisager ensemble, quel nouveau commun désir de vivre ensemble. Nous avons fait des projections. Il est apparu que l'organisation spatiale elle-même devenait un sujet à débat. C'est pour cela. Et également, le mode de gouvernance du pays. Toutes choses qui nous ont convaincus donc, là, de la nécessité d'un débat autour d'un concept que, dès l'abord, dès les années 94, 92, 93, 94, lorsque nous fûmes appelés aux affaires par le président Konaré, sous son égide, nous avons mis en œuvre la décentralisation. Exercice rigoureux, difficile, qui a été conduit par Ousmane Sy et son équipe. Ces assises également ont été absolument un succès d'assistance. Nos parents sont venus, là aussi, les échanges ont été fructueux, et tout cela dans le même temps où nous devions organiser des élections législatives dont nous ne souhaitions pas qu'elles fussent reportées ad vitam aeternam. Ce sont les tâches les plus prégnantes qui ont occupé nos premiers mois d'exercice de ces responsabilités-là, où nous sommes aujourd'hui.
D'accord, Monsieur le Président. Est-ce qu'il n'aurait pas été mieux, dans la foulée de ces assises sur le Nord dont vous venez de parler, de recourir après aux accords de Ouagadougou, qui souhaitaient le début des pourparlers 60 jours après la mise en place d'un gouvernement? Et comme ça, le Mali aurait commencé en novembre 2013, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui en septembre 2014. Ça aurait fait gagner beaucoup de temps. Vous savez, ces choses ne sont jamais mécaniques. Bien sûr, c'était une stipulation de l'accord de Ouagadougou, l'accord préliminaire, mais un accord est mis en œuvre par des hommes. Les hommes ne sont pas des robots qu'on réunit mécaniquement. Tout ce qui a été fait n'avait qu'un but, faire en sorte de créer un climat favorable à ce qui est recherché. Par l'accord préliminaire, comme dans ce que nous faisons aujourd'hui, la possibilité d'atteinte d'un accord global définitif sur cette question du nord du Mali, que les frères du Mali se retrouvent autour d'un accord partagé pour leur devenir commun. Cela nous a pris les assises nationales, la décentralisation, et au point d'ailleurs, vous savez, que nous avons pensé un moment, même les législatives, les reporter, pour qu'elles soient ouvertes à tous nos frères du Nord. C'est-à-dire donc dans les régions, une fois ces deux étapes terminées, de nous retrouver en pourparlers. Dans l'application de l'accord préliminaire de Ouagadougou, il n'y avait pas seulement l'ouverture des pourparlers entre nous et les groupes armés dans un délai de 60 jours, il y avait également aussi le cantonnement. Il y avait le cantonnement. Il y avait le désarmement. Il y avait donc là des choses quand même assez importantes qui étaient également des mesures d'accompagnement nécessaires pour la mise en œuvre effective et totale de l'ensemble de l'accord préliminaire de Ouagadougou. Ces choses-là n'ont pas été suivies. Après, c'est pour parler d'Alger. Vous espérez un accord et quel est le motif de votre espoir? Mon espoir est très simple. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, d'abord, permettez que je félicite nos parents du Nord, singulièrement les groupes armés et les mouvements. Et je le fais sans démagogie comme toujours. Il aura fallu du courage politique pour décider que ce n'est pas par la voie des armes que l'on peut se retrouver frères et réconciliés dans ce pays que Dieu nous a donné en partage. Et dès lors, d'aller vers le dialogue incontournable, vers les pourparlers inclusifs. Je les salue à cet égard-là, je leur intégré. Je pense que nous n'avons aujourd'hui dans ce pays pas d'autre choix, ni les uns ni les autres, que de faire en sorte que par le dialogue, nous arrivions à nous entendre pour ensemble dessiner le nouvel avenir de notre pays et savoir comment organiser dorénavant nos relations internes. Est-ce que les autres l'entendent comme ça, Monsieur le Président? Parce que depuis les événements du 21 mai, semble-t-il, ils sont en position de force sur le terrain. Est-ce que cela n'est pas en défaveur d'un accord sur lequel pèserait le gouvernement? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ces termes d'être en position de force. Le gouvernement du Mali est en position de force. C'est un gouvernement légal, légitime, issu d'élections incontestables, incontestées, qui gère un pays de 14 millions d'habitants, qui a 1 240 et quelques mille kilomètres carrés. Ce n'est pas un groupe. Ce n'est même pas l'ensemble de groupes. C'est un pays souverain, membre des Nations Unies. Que, à tel ou tel niveau, et par suite d'ailleurs, il faut le dire et ne jamais l'oublier, d'une violation singulière et flagrante de l'accord de Ouagadougou. Nous avons connu ce que nous avons connu le 17 et s'en est suivi le 21, ce que nous avons déploré et regretté. Cela ne va pas investir automatiquement telle ou telle de puissance nouvelle par rapport à l'État malien. Nous savons raison garder. Il ne s'agit donc pas de position de force par rapport au gouvernement du Mali. C'est un gouvernement absolument conscient de ses responsabilités, au-dedans comme au dehors, et soucieux de faire la part des choses et de faire en sorte que chacun, en le lieu où il se trouve,
se sentent désormais à l'aise dans ce pays, dont nous avons, je dis encore, le partage commun. Et cela, aujourd'hui, me semble avoir fait énormément de progrès. Je suis convaincu de cela, que d'un côté comme de l'autre, et ici j'en jouis d'ailleurs par les propos tenus à l'entame, à l'ouverture de la seconde phase d'Alger, je pense que cette conviction-là que j'ai, que nous sommes sur la bonne voie, est partagée, que chacun aujourd'hui sait qu'il n'y a pas d'alternative à ce chemin-là. Avant même l'issue de ces pourparlers, est-ce qu'il n'y a pas déjà une autonomie de fait à Kidal? Parce que ni l'armée ni l'administration malienne ne sont présentes dans la ville. Est-ce possible un jour de revenir à l'ordre ancien, que l'armée, l'administration malienne soient présentes à Kidal? Il n'a jamais été question pour nous de conquérir militairement Kidal. On ne fait pas la guerre à son frère. Il y a des questions qui relèvent plutôt de l'ordre public. L'ordre public. Il y a eu des dérapages qui ont conduit à la situation que nous vivons aujourd'hui, qui ont été actés par l'ensemble de la communauté internationale. Nous nous plions à ce qui nous a été enjoint. Nous n'avons pas à aller à Kidal, prendre Kidal par la force. Nous pensons qu'une adhésion nationale ne vaut que vécu du dedans, partagé de manière rationnelle, de manière intelligente, de manière fraternelle et sensible, sur la base de ce qui nous a toujours liés. C'est liante historique qui a été peut-être secouée par des crises périodiques, doit revenir au goût du jour et nous remettre en devoir de nous retrouver. Aujourd'hui, il y a une situation de fête à Kidal que je déplore, que nous constatons également aussi, mais qui ne fait pas de Kidal une région autonome pour autant. Sûrement pas. Sinon, il n'y aurait pas lieu que nous allions en Alger. Je crois que nous devons tous faire en sorte, même par le langage, que les retrouvailles intermaliennes puissent se faire de la manière la plus sensible possible, la plus susceptible de recréer la confiance entre nous. Il ne s'agit pas d'aller conquérir un territoire étranger, c'est nous-mêmes. Il s'agit simplement de rétablir le fil avec nos frères, de recréer la confiance entre nous. Confiance qui, il faut avoir l'humilité de reconnaître, a été malmenée, d'un côté comme de l'autre, par des comportements pas toujours très heureux, d'un côté comme de l'autre. Et c'est pour tout cela que l'effort de réconciliation va être de longue durée, pas facile, assez long. Mais déjà, que nous convenions d'un modus vivendi nouveau pour nous retrouver sera très heureux pour le Mali. Nous n'avons pas le choix d'ailleurs. Et là, vous avez envoyé une délégation très forte, importante, qui comprend tout ce qui peut faire de ces pourparlers un succès, et vous les suivez depuis ici, au siège du pouvoir à Koulouba. Est-ce qu'il y a une ligne rouge que vous avez tracée pour vos négociateurs qui ne doivent pas dépasser, mais qu'est-ce qui est négociable? Je crois qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus de ligne rouge. Dès lors qu'une feuille de route a été convenue d'accord parti, on suit la feuille de route. Et je ne pense pas une seconde qu'aucun des participants à la rencontre d'Alger va imaginer de remettre en cause cette feuille de route et cette circulation. Toutes les grandes lignes ont été tracées, le canevas est tracé. Il s'agit maintenant qu'on mette un contenu dans chaque casier. Et c'est cela qui est en œuvre aujourd'hui à Alger. Et je dis encore une fois que les discours d'ouverture, en tout cas, inclinent à l'optimisme. Toutes les autres fois, il s'était agi de rencontres entre Maliens, sous égide d'un pays ami étranger. Cette fois-ci, la communauté internationale est là, est bien là. Et même des organisations hors du champ, l'OCI est là, l'Union européenne est là, l'Union africaine est là, la CEDEAO est là. Je crois que ce n'est pas rien. Cette fois-ci, il s'agira d'accords sous égide internationale, avec cette garantie internationale, et je crois que c'est un élément qui peut fonder une confiance nouvelle. Donc les conditions qui entourent cette fois-ci Alger 2 ne sont pas celles qui étaient ambiantes. L'effort qu'on rappelle, c'est un élément nouveau qui incline là aussi à l'optimisme. Donc un espoir, un accord comme on n'a jamais signé qui va sortir définitivement le nord de cette crise cyclique. Escalité, la situation, l'environnement ne sont pas les mêmes. Et je pense donc que cela est une garantie pour chacune des parties
d'observance. Encore que je souhaiterais vraiment que ce qui se passe actuellement dans le Nord n'ait rien à voir avec les parents avec lesquels nous discutons aujourd'hui en Alger. Parce que depuis le cessez-le-feu, nous avons scrupuleusement observé ce cessez-le-feu. Nous l'avons fait. Mais à l'abri de ce cessez-le-feu, il y a eu des tentatives d'expansion territoriale que nous avons notées. Et chaque fois, nous avons noté avec rigueur et signalé à qui de droit pour que acte en soit pris. Nous avons donc le témoignage clair et net de la communauté internationale que le Mali, en ce qui le concerne en tout cas, depuis l'accord de cessez-le-feu obtenu grâce à la médiation du président Abdelaziz de Mauritanie, le Mali a observé ce cessez-le-feu en tous ses éléments. Et même lorsqu'on a essayé de nous perturber avec une histoire de milice qui serait dirigée par le général Gamou, j'ai battu ça en brèche. Il n'en a jamais été question. C'était un officier de l'armée malienne, c'est supérieur. Il n'a pas de milice. Mais je vous l'ai dit, c'est un officier général de l'armée du Mali. J'en profite de votre plateau pour régler cette question-là, j'espère définitivement. Mais de quoi s'est-il agi? Des communautés ont été entreprises pour être subverties. Et là, malheureusement, nos frères avaient lancé un ultimatum pour demander aux communautés de se ranger toutes derrière leur bannière. Les communautés n'en donnaient pas ainsi. Et certaines s'en sont offusquées et ont décidé de se défendre par rapport à ce qu'elles avaient considéré comme des agressions. Et là, je pense que c'est une question d'autodéfense quelque part. Une logique. Je crois. Mais tout de même, M. le Président, est-ce que ce n'est pas quand même une menace pour la paix qui n'est déjà venue, c'est-à-dire une zone fragile, la multiplication de ces forces justement qui se font appeler forces. On a le MMA, après on a maintenant la force du JTIA, après il y a et elles se multiplient. Est-ce que ce n'est pas quand même une menace malgré tout, même si le gouvernement n'est pas derrière, les officiers généraux ne sont pas derrière? Je pense que tout cela sera envisagé en profondeur en Alger et que, encore une fois, ce qu'on va obtenir in fine sera une garantie contre toutes ces dérives-là, qui sont dues précisément aujourd'hui au manque de confiance entre les parties. Chacune des parties veut s'assurer une position donnée. Et dès l'instant où la confiance sera recréée, je crois que tous ces phénomènes parallèles seront neutralisés. Évidemment, il est clair que certains ne seront jamais de la partie. Ceux qui ont des projets terroristes avérés et qui sont même un danger pour les groupes eux-mêmes, parce que nous ne faisons pas d'illusions. Le monde entier aujourd'hui est témoin d'une chose ahurissante. On voit ce qui se passe à Proche-Orient et du côté de l'Irak. Je pense que c'est assez fort pour que les uns et les autres se dessillent, ouvrent les yeux et comprennent que la menace ne concerne pas seulement que le seul Mali, le seul Nord Mali, que cette menace-là aujourd'hui est mondiale, qu'il y a un projet de création d'un système nouveau à vocation impériale terroriste. Cette menace-là concerne l'ensemble international, l'ensemble mondial, et jusqu'ici y compris les groupes, pour ceux qu'ils ont de national encore et de saint, qui devraient comprendre qu'ils ne sont que l'arbre qui peut cacher la forêt, et que dès l'instant où certaines velléités pourraient, je n'espère jamais d'ailleurs, se réaliser, ils seraient vite balayés au profit de celui qui est réellement derrière, dont l'avènement n'est bon pour personne. Pour personne. Aujourd'hui, je pense donc que nous sommes conscients globalement des défis, les uns et les autres.
et qui a la volonté réelle d'avancer ensemble. Justement, Monsieur le Président, la réintégration dans l'armée ferait partie des doléances des mouvements armés. On sait que certains d'entre eux ont revendiqué les inhumanités à Aguelok. Est-ce que ce ne serait pas un manquement à la mémoire des soldats maliens tombés, par exemple, à Aguelok, que de réintégrer ceux qui ont même revendiqué à la face du monde leur assassinat? Comment est-ce que vous entrevoyez la question, Monsieur le Président? Monsieur Tangara, vous savez, il n'est jamais facile de faire la paix. Aguelok nous est à tous un poignard dans le cœur. Certains pourraient te dire qu'il y a, du côté des groupes armés, des situations également qui pourraient être évoquées. N'allons pas dans ce décompte-là. Essayons aujourd'hui d'être positifs. Il n'est pas question, il ne sera jamais question d'oublier les martyrs d'Aguelok. Jamais. Pour autant, il faut avancer. La vie continue. Quoi faire aujourd'hui? Nous asseoir sur le tombe et pleurer? Et ne faire que cela? Ou précisément pour l'honneur de ceux-là qui sont morts, qui sont sacrifiés pour la patrie, lutter et faire en sorte que le Mali se retrouve? Qu'au-delà de la peine et de la douleur, les frères du Mali se retrouvent. Il n'est pas facile que le bourreau et la victime puissent se retrouver la main. L'histoire contemporaine nous donne des exemples fabuleux. Et on a vu des chefs d'État qui furent en guerre pendant des décennies donner l'image symbolique de se donner la main dans un cimetière. Je pense que nous ferons tout ce que nous devrons faire pour que ce pays se retrouve, Inch'Allah. Ce ne sera pas au détriment de la justice. Ce ne sera pas au détriment de la mémoire. Non. Non. Ce ne sera pas sur le socle de l'impunité. J'entends beaucoup de choses. J'entends beaucoup de choses. Mais vous avez affaire à un gouvernement responsable, à un chef d'État responsable, qui est historien, contemporanéiste, qui a donc une connaissance intime des horreurs de ce que le monde a vécu il y a juste 70 ans. Mon âge. La paix a été signée en 1945, mon année de naissance. Je sais toutes les horreurs que le monde a vécues, que le monde a dépassées. Ces pays-là qui se firent la guerre pendant 2 siècles, entre lesquels il y avait une haine racinienne. Aujourd'hui, main dans la main, sont préoccupés de tâches de développement au profit de leur peuple. Il y aura quand même justice, même s'il y a accord. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu ce qui... Et de deux côtés. Et de deux côtés. Et de deux côtés. Il y a eu des victimes de deux côtés. Bien sûr. Il y a eu des victimes de deux côtés. Il y aura justice. Nous avons, pourquoi elle n'est pas encore au jour, la commission vérité, justice et réconciliation. Chacun des concepts a son sens et son importance. La vérité par rapport au factuel, la justice et la réconciliation. L'Afrique du Sud nous a appris que toute réconciliation qui ne serait pas bâtie sur le socle de la vérité est vaine, est vide de sens. Monsieur le Président, est-ce qu'il n'y a pas pléthore à ce niveau-là? Il y a la Commission, il y a le ministère de la Réconciliation nationale, il y a un haut représentant. Est-ce que l'une ou l'autre structure ne marche pas sur les plates-bandes de l'autre? Il n'y a aucune confusion. Aucune confusion. Aucune confusion. Le ministère de la Réconciliation nationale est un ministère, hein, donc c'est le gouvernemental, dont la mission aujourd'hui est de faire en sorte que dans le temps que nous vivons, des tâches de remise en ordre pour que nos parents reprennent un peu confiance, éparpillés partout, puissent se retrouver et que nous fassions en sorte également aussi de recréer des conditions de vie commune nouvelles entre eux dans les sites d'où ils sont souvent partis ou dont ils ont été quelquefois déplacés. Cela est une tâche gouvernementale régalienne, normale. Mon représentant, c'est l'interface entre moi et toutes les parties.
toutes les parties. Il a vocation à m'informer, à prendre conseil de moi. En retour, actuellement il est en Alger. Il suit, il conseille. Et je suis en contact étroit, quotidien avec lui. Aussi bien d'ailleurs qu'avec le chef de la mission malienne là-bas, le ministre Diop. Mais la vocation du haut représentant, en tant que mon représentant, est très claire et très nette. Vous l'avez vu à l'œuvre d'ailleurs. Retour d'Alger 1. Sans compter, il s'est dépensé. Il a vu les uns et les autres. Il a expliqué. Il a explicité. Telle est sa mission. Au-dedans comme au dehors. La commission Vérité, Justice et Réconciliation, je l'ai dit, a une mission de plus longue haleine, de plus long moment. Elle va aller en profondeur. Et c'est pour cela qu'il nous faut absolument réussir le casting par rapport à cette mission-là. Et elle devra piocher, fouiller. Telle n'est pas la mission actuelle du ministre de la Réconciliation. Pas sa mission. C'est très clair. Ça va combien dans notre tête. Hein? La commission Vérité, Justice et Réconciliation sera une commission qui ne sera pas de tout repos. Ce ne sera pas une sinécure où des sénateurs vont venir s'asseoir avec leur toge, délibérer à longueur de journée. Non. C'est là de faire du travail concret, d'investigation, de recherche, d'accumulation, de recueil, et au fin que les choses puissent être débattues entre les protagonistes eux-mêmes. Ce n'est pas une mission de justice seulement. Ce n'est pas un tribunal. Ce n'est pas un tribunal. Les faits seront recensés, les faits seront recueillis. Les protagonistes concernés, on ne demandait pas le fait de la coupe de beurre. Cela a été fait déjà avec succès ailleurs, notamment en Afrique du Sud, qu'il a inauguré. Et je pense également que dans le pays voisin ami, la Côte d'Ivoire, sous la conduite de mon frère Konambani, cette commission est également à l'œuvre là-bas. Donc, seulement les populations, Monsieur le Président, elles sont pressées, elles veulent et elles comptent beaucoup sur vous parce que votre surnom d'ailleurs le dit bien, quand elle est tigui, ça veut dire que vous n'avez qu'une seule parole. Toujours. Et vous n'aimez pas l'impunité, ni la non-justice. Et aujourd'hui, ce qui inquiète les populations, c'est d'aller loin dans votre mandat sans voir justement tous ces cas de justice la régler quand vous êtes là encore au pouvoir. Ça leur paraît lent. Youssouf, je crois que le temps un peu au temps. Beaucoup de choses ont été enclenchées. J'entends beaucoup de choses. Je crois que vos chapitres différents nous donnent l'occasion d'aller en profondeur sur tous les sujets. Il n'y a pas d'impunité. Et il n'y aura pas d'impunité. Nous avons aujourd'hui des missions à l'œuvre pour le recueil de renseignements, pour les enquêtes approfondies, au fin que justice soit faite par rapport à tel ou tel cas de violation des droits des uns ou des autres. Et je dis que c'est une commission, c'est une mission qui n'est pas une mission dirigée vers un seul secteur. C'est une mission nationale, donc qui concerne l'ensemble national en ses différents aspects. Qui côté gouvernemental a fait cela, qui côté des mouvements a pu faire cela, c'est clair. Donc c'est d'égal partage. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut bâcler. Il n'y a pas d'effet d'annonce. Je vois que le chef de l'État, c'est pas ça. Et ce n'est pas non plus Nyaka. Dans le Nyaka, là, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'étapes. Et ce n'est jamais simple. Si l'on veut faire les choses avec responsabilité. Donc, se mettre tout de suite à sortir des têtes pour faire à croire que l'on fait une élection, non. Mais les choses sont en cours, les choses sont faites. Quelquefois, au détour d'un incident, tel événement apparaît. On dit, ah bon, il avait été arrêté. Il a essayé de fuir. On découvre cela. Il n'y a pas d'impunité. Monsieur le Président, certains Maliens pensent que le style Ibeka, fermeté et rigueur, n'a pas bien fonctionné dans la gestion de la crise du Nord. Pour eux, vous êtes ramolli, vous êtes devenu plus conciliable. Est-ce vrai? Quelle est votre lecture, Monsieur le Président? On voyait
on attendait Ibeka Zoro. Vous savez, je crois que... On dit que ce n'est plus l'homme de poigne. Ibeka était chef de gouvernement en un temps de crise. La tâche d'un chef de gouvernement n'est pas facile, hein. C'est le bouclier. Et je suis chef de l'État aujourd'hui, dans une situation de crise. Et une crise qui n'est pas uniquement nationale, qui concerne toute une région, toute une sous-région. Il y a beaucoup de paramètres qu'il faut intégrer, avec lesquels il faut compter. Il y a là un travail diplomatique incontournable. Il y a souvent à prendre sur soi, très souvent à prendre sur soi, à se brider par rapport à la mission qui importe. Ce n'est pas le